Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité. Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. Et on se pose tous les mêmes questions. Parents pas parfaits, le podcast. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai eu des potes qui se sont retrouvés vraiment dans les mêmes situations et on se retrouvait entre potes à parler, à dire putain mais c'est la galère et ouais carrément. En fait, vous faisiez des cercles de papa quoi. Déliés, quoi. Ouais, finalement c'était des cercles de papa et on se trouvait Papa Blues, tu vois, regarde. D'un coup à boire et ouais, on c'est disait, ça. putain, c'est dur, ouais c'est dur. On ne naît pas parent, on le devient. On l'entend souvent, mais que cela signifie-t-il exactement ? Pour les hommes comme pour les femmes, c'est un processus maturatif, une crise identitaire majeure. Cela occasionne des remaniements psychiques profonds. Du rôle prescrit au rôle vécu, le fossé peut être grand. Nous allons questionner nos invités sur ce qui a été difficile pour eux hier et aujourd'hui. Est-ce que cela s'anticipe réellement de devenir parent ? Qu'est-ce qu'on devrait savoir avant la naissance et l'arrivée d'un enfant ? Si l'on sait aujourd'hui qu'il faut un village pour devenir parent, la solitude est encore trop présente. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Bonjour Élise. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs du podcast Parents pas parfaits s'il te plaît ? Donc Élise, j'ai 2 enfants, une jeune fille de 13 ans et des poussières, et un petit gars qui a un peu plus de 9 ans actuellement, pour le moment. D'accord. J'ai donc eu 2 maternités très différentes. Et c'est aussi pour ça que je me suis investie associativement au niveau de ma première maternité. Ok, Voilà. Eh ben merci, on va pouvoir reparler de tout ça dans ce podcast destiné aux parents qui nous écoutent et aux auditeurs de Parents pas parfaits. Et puis, comme à chaque fois, dans ce podcast de Parents pas parfaits, un homme et une femme. Et côté homme, c'est Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors à toi de te présenter pour les auditeurs de Parents pas parfaits. Alors je suis Yannick Vicente, je suis auteur et illustrateur et je suis clairement un papa pas parfait. Mais pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que pour plein de raisons, pour des tonnes de raisons, pour tout. En fait, je fais partie des papas qui étaient dans la merde d'entrée. En fait. Ouais. Quel âge ont tes enfants, Yannick ? Moi, je suis papa. Juste Voilà, ouais. je suis papa d'une petite Anaël qui a 11 ans maintenant. Ouais. Et Mathis qui a 3 ans et demi, qui va bientôt avoir 4 ans d'ailleurs. J'ai eu pareil 2 paternités très différentes. Donc voilà, on va pouvoir en parler. Exactement. En tout cas, je vois qu'on est dans le club des 2 enfants. Tout le monde a 2 enfants à part moi. Moi, j'en ai qu'un et je souffre beaucoup. Donc félicitations à vous. Vous avez la double dose. C'est bien, hein, bravo en tout cas. Alors un podcast destiné du coup aux parents et ceux qui vont devenir parents. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Élodie. Alors, on va commencer avec Élise et puis après, on enchaînera avec Yannick pour une même question. Alors, Élise, si je te disais, c'est quoi devenir parent pour toi ? Comment t'as vécu ça ? Qu'est-ce que tu me répondrais ? Vaste sujet. Vaste sujet. Pour ma première maternité, un tsunami et un calvaire. Pour ma deuxième maternité, une naissance de mère bien plus tranquille et une découverte de la parentalité bien plus en douceur. Pour moi, la parentalité, c'est vraiment un chamboulement de ce que tu es, de ce que tu as été, de ce que tu es, de ce que tu seras. Ça modifie toutes tes priorités, ça t'oblige à te recentrer sur toi aussi, hein, pas qu'autour de la famille et des enfants. Et voilà, et puis à faire des pas de côté aussi assez souvent. Une réadaptation. C'est pas tout linéaire, c'est ça. Au quotidien. Ils changent, ils grandissent et toi tu grandis avec. Ok, on va revenir après. Je vais te reposer les questions. Yannick, toi tu dirais quoi alors ? C'était comment devenir parent pour toi ? Du coup, on entend aussi qu'il y avait une différence entre la première fois et la deuxième fois, mais qu'est-ce que tu répondrais à ça ? J'ai vraiment un schéma assez identique, c'est-à-dire que pour ma fille, c'était hyper compliqué parce que j'étais pas du tout prêt. Et pour mon fils, même si j'étais un peu plus préparé, je l'ai quand même pris bien dans la gueule. Là, clairement, il va faire ses 4 ans et il dort toujours pas les nuits. Je suis toujours dans le dur, dans ce schéma-là, dans le dur et vraiment c'est une souffrance quoi. Mais du coup, tu t'es pas dit entre le premier et le deuxième, je vais essayer de voir pourquoi ça a été compliqué sur la première. Sur la première, ça a été très compliqué parce que j'avais une relation très conflictuelle avec la maman et on s'est séparés une semaine après la naissance de ma fille. Ouais. Donc ça a été hyper dur au niveau. Moi, j'étais très jeune, j'avais pas de boulot. Enfin, c'était vraiment un truc.
une situation, il y a rien qui allait en fait. Ouais, tout était bancal, il y avait vraiment rien qui allait. Pour mon fils, tout était bien rangé, bien en place, bien comme il faut, mais et du coup j'ai pu me concentrer sur ma paternité, mais en même temps je me suis rendu compte que c'était vraiment hyper dur, même quand tout est calé, quoi. Ouais, même quand tout est calé. Et puis j'ai eu mon fils, j'avais 35 ans, je sais pas. Je me suis même questionné sur le fait de me dire est-ce que c'était pas trop tard, est-ce que je sais pas. À 35 ans, honnêtement, quand on a pris la décision de faire cet enfant, j'étais prêt psychologiquement, quoi, parce que tout allait bien en fait. J'étais dans un optimum, tout était parfait. Ouais, les planètes étaient alignées. Et voilà, c'est ça, les planètes étaient alignées. Après, pour ma fille, voilà, il y avait rien qui était aligné. Tout à l'heure, Élise parlait de tsunami, et c'était complètement ça, quoi. Qu'est-ce qui a fait, Élise, je me tourne vers toi, qu'est-ce qui a fait que ta deuxième maternité, elle a été plus simple, toi? Est-ce que tu peux nous expliquer? Il y a des choses que je sais sûrement déjà, mais est-ce que tu peux nous dire? Moi, après ma première maternité, qui m'a quand même conduit par de la folie, faut le dire, puisque je suis passée par la psychiatrie. Pour ce deuxième enfant, déjà, moi, j'avais fait une croix sur la maternité. J'étais pas censée être une seconde fois mère, même si dans mon désir d'enfant, j'en voulais 2. Les choses se sont faites autrement, mais j'avais changé beaucoup de choses dans ma vie après la naissance de ce premier enfant. Et divorcée. Je me suis investie donc associativement et j'ai beaucoup donné de ma personne. Élise, je le dis quand même, une super association qui soutient les mères, qui s'appelle Maman Blues et qui est vraiment une association d'intérêt public. C'est important de le dire puisque ça fait partie aussi de ton parcours de mère. De mon parcours, tout à fait. Oui, complètement. Quand il y a eu le deuxième, qui n'était pas nécessairement prévu au programme, les choses étaient très différentes. J'étais avec quelqu'un d'autre, un nouveau compagnon. J'avais beaucoup travaillé sur moi, quand même, sur qui j'étais. Et pour ce deuxième enfant, je me suis affirmée. J'ai dit ce que je ne voulais pas. Je n'ai pas voulu qu'on m'impose, parce que j'ai beaucoup, en fait, la première grossesse, ça a vraiment été un calvaire, mais parce que, en fait, j'ai eu la sensation de la subir avec des choses qui m'ont été imposées sans en être actrice. Pour cette deuxième grossesse, ça a été totalement différent. J'ai refusé certains actes médicaux. Je me suis affirmée aussi dans ce que je voulais être pour l'après. Et puis, on en a beaucoup échangé aussi avec mon compagnon sur la notion de sommeil, qui pour moi était primordiale. Il fallait que je puisse dormir à un moment donné. Sinon, c'était pas possible. Et donc voilà, on a beaucoup échangé. J'ai refusé d'allaiter. C'était un choix de ma part. Et je voulais pas retomber dans un schéma au niveau de l'alimentation qui m'avait quand même aussi beaucoup foutu dedans. Les choses qui ont fait que ça a été différent, très certainement, parce que pour moi, c'est pas une question d'être prêt. Je pense surtout que j'avais quand même bien balayé devant ma porte et que je savais aussi que si, et potentiellement c'était possible, je pouvais ressombrer, mais je savais où aller. Oui, t'avais appris à mieux te connaître quand même et tu savais où demander de l'aide, quoi. Oui, puis je connaissais les signaux. Oui, tu avais appris à repérer les signaux qui pouvaient... Donc du coup, tu as fait un travail sur toi-même entre la première et la deuxième grossesse pour éviter peut-être de resubir tout ce que tu avais subi au début et qui t'allait pas. Ouais, en fait, il y a eu un gros travail parce que j'ai pas eu le choix. Je me suis retrouvée en psychiatrie 7 jours après la naissance de ma fille. Donc là, il y a eu déjà toute la question médicamenteuse et puis ensuite le travail sur soi qui a duré un petit moment. Et puis, le fait que je me sois engagée au niveau de Maman Blues, mine de rien, ça m'a apporté des clés de compréhension que j'avais pas nécessairement eues. Et même aujourd'hui, 13 ans après la naissance de premier enfant, il y a encore des choses qui viennent alimenter ma propre histoire et me permettre des éclairages que j'avais pas. C'est une sorte de thérapie aussi, Maman Blues, en quelque sorte. Pour ma part, je pense que ça a quand même je pense que ça m'apporte, si j'y suis depuis tant de temps, c'est que ça me nourrit en fait. Et puis il y a vraiment une réflexion. En fait, la maturation, elle est essentielle pour moi. Et je me rends compte qu'on la peut dans la maternité, dans la parentalité, je trouve, pour un premier enfant, qu'il n'y a pas nécessairement de réflexion sur l'arrivée de cet enfant psychiquement. Qu'est-ce que ça va faire en fait? Combien ça va vous foutre dedans? Donc voilà, séance de consentement à devenir parent, on nous éclaire sur vraiment le sommeil dont on va manquer et tout ça. Et Yannick, du coup, je rebondis sur tout ce que dit Élise. Est-ce que toi aussi, le fait que tu dessines, parce que t'es auteur tu vas nous en parler après, mais tous tes dessins, est-ce que c'est pas une manière aussi de régler certaines choses? Est-ce que c'est venu, tes paternités, réactiver des choses de ton enfance, de ta propre enfance? Je me questionne, tu vas nous répondre. Mais il est en train de créer Papa Blues, là, dans la série.
C'est ça, je suis en train d'acheter le nom de domaine. Ouais, ben moi aussi, ça a changé beaucoup de choses et je trouve que ça a changé plein de choses en positif quand même, parce que moi, j'étais un petit peu paumé quand je suis devenu papa en fait, parce que j'étais en train de préparer mon concours pour devenir prof des écoles. J'étais vraiment en master, pas prêt du tout à accueillir cette parentalité-là. Et il se trouve que le fait de devenir papa par force des choses, ça m'a mis un gros coup de pied aux fesses, quoi. Et je me suis mis vraiment à bosser mon concours que j'ai eu. Et puis, je me suis retrouvé du coup seul avec ma fille un week-end sur deux, la moitié des vacances. Ouais. Et donc, du coup, ça laisse beaucoup de temps pour réfléchir et pour demander... voilà. Moi, je pense aussi que j'ai eu une sorte de blues... Ouais, je te coupe une seconde, c'est Élise. Élise, parce que là, les chiffres qui paraissent sur la dépression des pères, c'est 8 à 10%. Tu me disais que c'était même beaucoup plus. Ouais, là, il y a pas longtemps, j'ai vu un autre chiffre sur, c'était parole de sage-femme, je crois. Okay. Où, c'était 16%, hein. Il parlait de 16% déjà. Donc, on serait à égalité entre les hommes et les femmes, alors? Ou pas? Alors les femmes, on est sur des chiffres minorés. élevés, mais on est aujourd'hui sur des chiffres qui sont encore trop anciens, qui prennent pas la réalité des choses. Il y a eu la crise sanitaire, on est sur des chiffres extrêmement importants. Moi, je crois qu'on est même en dessous de la vérité, là. Ah bah, on est clairement en dessous de la vérité, puisque les gens ne le disent pas. Et tu vois, là, Yannick nous en parle, mais c'est très rare d'entendre des hommes qui se confient sur... Ouais. Et donc, reprends Yannick, je suis désolée de te couper, mais c'était juste pour dire que oui, en effet, ça existe et que c'est beaucoup plus commun qu'il pourrait y paraître, quoi. Donc, toi, t'as ressenti vraiment ce blues, quoi. Hein. Ouais, je l'ai ressenti, mais c'est marrant parce que je vois aussi avec plein de potes qui sont devenus parents, en fait, quand on leur pose la question, alors ça va, et qu'ils répondent ouais, c'est que du bonheur, mais en fait c'était quoi les signes, Yannick, que t'avais qui t'ont fait comprendre que t'avais un blues? Je me suis réfugié dans la bouffe, je bouffais mes émotions. J'ai pris 20 kilos d'un coup, je me suis mis à faire à boire, à fumer, à machin, c'était compliqué, j'avais besoin de compenser plein de trucs et c'était hyper compliqué pour moi. Est-ce que tu as pu en parler, Yannick? Moi, est-ce que c'était des choses dont... C'était hyper tabou, mais en plus de ça, comme il y a tout le reste qui s'effondrait en même temps, en fait, c'était un petit peu biaisé. Et du coup, comme disait le plus souvent, c'est ouais, t'inquiète, ça va aller. Là, ça fait beaucoup, mais et tout le monde pensait que c'était plus mon couple qui était, le deuil de mon couple que j'avais à faire, mais c'était pas du tout ça en fait. C'était vraiment waouh. Prendre ça et puis vivre seul aussi, hein. C'était très compliqué. Mais la monoparentalité, ça m'a donné quand même la force. Ça m'a donné quand même aussi la force d'un côté de me sortir un petit peu de ma zone de confort, d'aller de préparer mon concours avec peut-être un peu plus de force. Et puis surtout, ça m'a donné du temps pour réfléchir et pour me mettre au dessin, ce qui fait que en vrai, le premier dessin qui a fait qu'aujourd'hui j'ai 180 000 personnes qui me suivent, c'est un dessin pour ma fille où je la portais dans mes bras et elle me dit j'adore quand tu me portes, et moi dans ma tête il y a une bulle qui dit si tu savais comme c'est toi qui me portes en fait. Pour tous les deux c'est une véritable renaissance, enfin on peut parler de renaissance quoi. C'est vraiment le mot qui me vient quand je vous entends parler l'un et l'autre, mais en tout cas quand on parle de crise identitaire majeure, c'est vraiment le cas quoi. Ça vient modifier ce qu'on était de manière hyper profonde. Mais les parents disent ça, à partir du moment où ils sont parents, ils sont plus comme ils étaient avant. Tu laisses plein de choses de côté, donc tu es obligé de te reconstruire, de reprendre des marques, de reprendre des... clairement, de se remettre en cause du célibat. On fait le deuil du moi, quoi. Ouais, ce que je veux dire. Clairement, le deuil du moi, on passe d'un égocentrisme à quelque chose qui nous dépasse même. Mais moi, ce qui est vraiment fou, c'est que j'ai vraiment le sentiment d'être devenu papa 4 ans après, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Parce que peut-être c'est la différence, Élise, tu nous diras ce que tu en penses après entre les hommes et les femmes ou pas forcément, mais il y a peut-être cette différence parce que nous, on a quand même la gestation de 9 mois qui nous aide avec la transparence psychique, avec les remaniements qui viennent s'occasionner, une sorte de préparation. Tu sais, quand on parle du déni de grossesse, c'est ça, les femmes, elles ont l'impression de devenir mères du jour au lendemain et c'est affreux. Est-ce que vous avez pas cette sensation de vous dire, oh là là, je suis responsable d'un petit nourrisson mais je me sens pas père?
Qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus, Yannick ? Je pense que c'est très différent de... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais écrit dans un de mes bouquins, c'est que en fait, on devient papa à la naissance, en fait, et et c'est différent pour les mamans qui se sentent maman avant, qui sentent vraiment l'enfant bouger, qui sentent grandir en elle, qui provoquent des choses évidemment physiques, physiologiques et tout ça. Et pour nous, c'est juste de l'attente, en fait. Et du coup, ça peut être violent. De toute façon, je mets le mot parce que moi, je l'entends depuis le début sans qu'il soit dit, mais c'est violent de devenir parent, en fait, quand même. Il y a une certaine violence. Élise, qu'est-ce que tu dis là ? Je le dis à titre personnel. Moi, j'ai des enfants de 5 et 3 ans et demi avec 16 mois d'écart. Moi, j'étais infirmière puère, j'avais toutes les connaissances possibles. Élise et moi, on a déjà fait un podcast ensemble, je lui ai déjà dit. Pour autant, ça a été d'une violence. Mais donc, même pour les femmes, Élise, vas-y, je te laisse. Alors, imagine quand t'as pas les connaissances. Je sais pas, parce qu'en fait, des fois, tu as les connaissances, ça vient te parasiter. En te disant que peut-être il faut faire bien, justement, parce que tu as les connaissances. Tu as encore plus le sentiment d'être une bonne ou une mauvaise mère. Tu peux, en tout cas. Et puis en plus, quand tu es soignant, souvent, tu viens réparer des choses de ta propre enfance. Oui et non, je sais même pas. Sans être soignant, je pense. Oui, tu viens réactiver de toute façon. Il y a une sorte de miroir. Je fais des entretiens en ce moment pour un master et les parents, systématiquement, les gens interrogés viennent réparer la part blessée, vraiment le truc qui a été le plus dur pour eux. Ils cherchent inconsciemment ou consciemment, mais à venir le réparer dans l'éducation qu'ils vont donner. Et c'est toujours le petit enfant qui est en chacun de nous qu'on vient tenter de réparer un petit peu avec sa parentalité aussi. Excuse Élise, du coup, je te laisse parler. Oui, c'est violent. Alors, je pense que c'est violent au regard de ce qu'on nous vend de la parentalité aussi. Aujourd'hui, encore sur une parentalité qui serait pleinement épanouissante, qui est une fin en soi. La parentalité, c'est censé être le plus grand des bonheurs. C'est rose paillettes tous les jours. On dort, tout va bien. Il y a un truc encore de ça où tu deviens parent et c'est normalement le plus grand rôle de ta vie. Alors oui, mais t'es aussi un être humain à part entière, avec toute son histoire de vie. Ça va faire ressurgir des trucs pas sympas du tout. Et puis cet enfant, il vient de cueillir à des endroits où tu t'y attends pas. Je dirais même qu'il vient appuyer sur les boutons rouges 15 fois dans la journée. Voilà. Donc c'est violent parce que ça, par rapport à la projection, tu as pu en faire. Tu t'es imaginé parent, tu as imaginé cet enfant. Et quand il est là, généralement, c'est rarement comme tu as pu le projeter. C'est normal, la projection. Elle est nécessaire, justement, pour rentrer dans ce rôle de parent. Mais, malgré tout, je sais pas, tu t'es imaginé, moi, j'avais imaginé que cet enfant, ma première, dormirait 20 heures sur 24. Putain, mais je me suis sentie lésée du truc. Cet enfant dormait 45 minutes par jour, bordel. Mais où étaient les 20 heures? Donc ça a été d'une violence. Et en fait, c'est pas l'enfant, la parentalité qui est violente. C'est pas, c'est parce que c'est cet enfant-là, à cet instant-là. Ça peut être le premier, ça peut être le second, ça peut être le troisième. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est certain que je cache pas que c'est un très grand bonheur. Je ne regrette aucunement d'avoir eu des enfants et je ne regrette pas la descente aux enfers que j'ai vécue parce qu'elle m'a aussi aidée dans l'après. Mais c'est aussi plein d'émotions hyper fortes, hyper parfois culpabilisantes, déstabilisantes et dont tu sais pas quoi faire en fait. Tu fais quoi avec ce magma là qui t'arrive et que parfois dans ton éducation, suivant l'éducation que tu as reçue, les émotions ça se s'exprime pas, ça se dit pas, ça se masque. Voilà, et je pense que c'est difficile d'exprimer autant pour la femme que pour l'homme, mais plus encore pour l'homme parce qu'on est encore sur un schéma extrêmement patriarcal on voit encore beaucoup ça, les femmes à la maison, les hommes qui travaillent. Et donc, pour rentrer dans sa parentalité, quand on retourne au boulot très rapidement, déjà pour les femmes, quand elles reviennent au bout de 2 mois et demi, c'est difficile. Mais alors pour les hommes, quand ils reprennent très rapidement le travail, c'est extrêmement violent. Il n'y a pas du tout ce temps de rencontre. Exactement. Il y a un temps qui est complètement biaisé parce que tu passes quoi, je sais pas moi, tout casser avec ton gamin. T'as pas le temps de le voir dans la journée, t'as pas le temps d'apprendre à le connaître, à t'en occuper aussi, tout simplement. On dit les femmes savent faire, mais parce qu'elles passent un temps. Elles savent pas faire au début. Voilà, elles savent faire. Oui, mais vous avez plus de temps pour faire des erreurs et du coup apprendre en étant plus présent. C'est ce que Élise est en train de dire. À faire des soins. En fait, si c'était l'homme qui passait ce temps-là, si les choses étaient inversées, si c'était l'homme qui était à la maison,
ce serait l'homme qui saurait faire et la femme qui ne saurait pas faire. Enfin, pour moi, je pense qu'il y a vraiment de ça. Hein. Ah bah oui, non, mais moi je suis complètement d'accord avec toi. Et après, ça met aussi une responsabilité de ouf sur le dos des femmes. C'est pour ça qu'il y a ce gap des fois entre les hommes et les femmes. C'est parce que la société fait que vous reprenez le boulot hyper tôt et que c'est en faisant des soins au bébé que tu crées une relation. D'ailleurs, tu vois bien quand tu crées une relation avec quelqu'un, quand tu fais des choses avec lui. C'est comme ça que tu crées des liens avec d'autres êtres humains. Tout à fait. D'autres êtres humains, pardon. Et donc, du coup, le père, il est déresponsabilisé d'une certaine manière, donc c'est dur pour lui. Et puis, quand la femme prend le relais, il y a une sorte de hiérarchie des rôles. Enfin, ça allongeons le congé paternité. Plus encore, oui. Encore. Élise et moi luttons pour ça, évidemment. T'es d'accord, Yannick, avec tout ça, toi ? J'imagine. Moi, je suis carrément d'accord. Mais moi, en plus, la violence du truc, c'est que je suis devenu papa. J'ai eu mon congé paternité. Et après, je suis retourné à l'école, enseigner à des enfants qui n'étaient pas les miens, passer du temps avec un enfant qui n'était pas le mien. Et tu laissais ton c'était bébé. hyper dur, quoi. Hyper dur, ouais. Enfin, voilà, le manque, tout, quoi. C'était hyper dur. Ouais, parce que tu te dis, je suis en train d'apprendre à d'autres enfants au lieu du mien, en fait, des choses. En tout cas, de passer du temps avec eux. Même le temps, oui. Ouais, c'est ça, temps puis même passé, juste passer du temps, parce que, les apprentissages tout petits, c'est sûr. C'est un peu compliqué, mais oui, voilà, passer du temps avec d'autres enfants et pas le mien, quoi. C'était dur, quoi. Et même après pour la création du lien d'attachement, c'est hyper important de passer du temps avec. Là, on commence à parler de la préoccupation paternelle primaire. J'ai entendu ça dans une conférence qui est passée il n'y a pas longtemps. Et quand on parle des chiffres qu'Élise évoque de 16% de dépression, en fait, on se dit, en fait, les pères, ils sentent peut-être pas la légitimité de pouvoir parler aussi, de dire c'est super dur, je vis mal les choses et c'est peut-être pas que ce qui se passe dans mon couple qui fait que je me sens mal. C'est juste que je deviens père et que c'est un tsunami aussi pour moi. Et on va peut-être en entendre de plus en plus parler. Et je rebondis sur le sommeil, Yannick, mais manquer de sommeil, c'est juste une torture. C'est la pire. Au sens propre. Clairement, c'est une torture qui est utilisée par les services secrets pour faire parler les gens. On est d'accord avec ça. Parce que là, actuellement, toi, c'est quoi de ce postulat-là, on en est où, là, Yannick, moi, en fait, il se réveille toutes les nuits, mais il a des horaires. Il se réveille vers 1h du matin à peu près. Et après, il fait des petites insomnies de 2-3 heures, quoi. Donc c'est quelque chose, ça te flingue vraiment la nuit. C'est mortel. Ah oui, bien sûr. Je pense que le pire truc, j'ai vécu des choses, il s'est blessé très jeune, il a été hospitalisé, il a eu 2 opérations où il a été anesthésié général et tout. Ça a été très dur, mais pour moi, franchement, le plus dur, c'est le manque de sommeil, quoi. On peut péter les plombs. Moi, je pète un besoin quand je croise quelqu'un qui me dit moi il fait 6 nuits depuis qu'il a 15 jours et en fait vraiment c'est le genre de truc qui ferme-la, ça devient insupportable pour moi, quoi. J'ai envie de dire. Alors, Romain, surtout que moi je viens me livrer en disant voilà, moi je dors pas, voilà, il a 4 ans, je dors toujours pas, et l'autre putain, moi il fait ses nuits depuis qu'il a 15 jours. Là-bas, très tais-toi. loin. Non, mais tu peux dire le mot que tu as envie de lui dire, mais clairement, Romain, il peut être hyper empathique vis-à-vis de ça, parce qu'il a un petit garçon qui va avoir 3 ans dans un mois, pareil. Il dort pas. On est sur la même mécanique. Donc il peut comprendre. Je comprends et on comprend avec ma compagne ce que tu subis parce que c'est quelque chose de et on a tous ces et je suis exactement dans la même position lorsque tu croises des gens qui ont eu des enfants, qui ont des enfants jeunes et qui te disent moi il a fait ses nuits, il avait 1 mois. Non, mais pourquoi tu dis ça sans savoir? Et surtout ça revient un peu à ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire que moi je crois très sincèrement, et il y a un vrai problème là-dessus, c'est qu'il y a des parents qui n'osent pas dire quand ça va pas. Je suis certain, beaucoup te disent non, il a fait ses nuits au bout d'1 mois. Non, en fait, c'était au bout d'1 an. Et même, ça se trouve, il fait pas ses nuits et ils disent non, c'est bon, là, ça roule. Il y a un enfant sur 2 qui fait pas ses nuits la première année, c'est statistique. Après, on a déjà parlé. Moi, j'ai une copine, elle avait. On perd 700 heures de sommeil la première année. Et quand c'est peut-être dans les moins pires des cas. Moi, j'ai une copine, moi, mes enfants, ils ont fait leur nuit autour d'1 an, c'était pas non plus la folie, mais on va dire que voilà. Mais arrête de cracher ta gueule au visage des gens comme ça. Non, excusez-moi. Mais c'était quand même difficile. En plus, ils ont 16 mois d'écart, donc ça fait 2 ans en tout. Et du coup, je me rappelle une copine, elle avait, ses enfants n'ont pas dormi tôt non plus. Et en fait, elle se plaignait un peu au repas, mais elle était épuisée. Et puis au bout d'un moment, il y a la grande tante de 80 ans qui m'avait jamais parlé, puis qui se met à dire mais tu sais, moi, ma fille, elle a fait ses nuits aussi qu'au bout de 2 ou 3 ans. Et en fait, et elle m'a dit, mais quand elle a dit ça, je me suis dit, mais pourquoi tu l'as pas dit avant, en fait? Pourquoi est-ce que tu n'en as pas parlé avant? Je me sens tellement moins seule de savoir ça. Parce que
Ça se cache. La première question qu'on pose aux parents, c'est alors, il fait ses nuits? Tout le temps, ouais. C'est vraiment une des premières questions qu'on nous pose, parce que le sommeil, c'est ce qui fait que tu peux aller bien. C'est un besoin physiologique, comme disait Élise, mais ça fait tellement du bien de savoir qu'en fait, il y a une sorte... il y a un côté un peu il peut y avoir un côté un peu normal aussi. Après, il y a des choses qui peuvent se régler. Il y a des choses comportementales qui peuvent, en discutant, en trouvant des solutions, des pistes. Justement, et tout, Yannick, tu as essayé de voir un peu de ton côté des solutions pour que ce problème se règle? Romain, tu cherches des pistes là en fait. On a essayé, J'ai tout fait, même les kinés, les machins, les trucs, tout. Non, nous la solution, j'en avais déjà parlé. Yannick, ça va peut-être te servir, mais nous, dès le départ, on avait un lit, vraiment le lit des bébés quoi, avec des barreaux. Et en fait, on a agrandi le lit de plus en plus. Là, il a un lit d'ado qui fait 1m80 sur 90. Il est à l'aise. Ça va un peu mieux. On pense que il se sentait peut-être à l'étroit. Il n'aime pas être contenu. Ouais. Là, nous très vite, il est allé dans un lit cabane assez grand. C'est ça, c'est ce qu'il a. Et c'est ce qu'on a, ouais. Ouais, voilà. Donc, ça marche pas. Désolé. Et le faire dormir dans la chambre parentale. Non, mais Romain, tu trouveras pas les solutions tout de suite. Ah non, mais moi les solutions, nous les solutions, il y en a plus. Nous, c'est les somnifères, l'alcool. Yannick, je te recontacte après. moi, j'ai peut-être des choses à te proposer à échanger. Je pense qu'en fait, ça la drogue, c'est interdit pour les enfants. Ouais, je sais, mais bon, dans certains cas. Ça permet. Par contre, si je peux. Vas-y, si je peux me permettre, juste sur la question du sommeil et de l'alimentation, je trouverais judicieux quand même de souligner que ça pointe du doigt les capacités parentales. Vous n'êtes pas capable de le faire manger ni de le faire dormir, exactement. Vous êtes de mauvais parents. Mais que foutez-vous? Normalement, chez nous, il dort, pas chez vous. Donc, ça appuie. Tu disais, les enfants, ils appuient sur des boutons. C'est un peu ça. En fait, c'est tout simplement... ils nous entendent en parler toute la journée, en plus. Oui, après, ça devient un sujet parce que c'est tellement impossible et en même temps c'est possible parce que tu tiens en fait, tu tiens sur la durée malgré que t'as pas le choix. Cette question de sommeil, elle met en lumière que voilà, ton gamin dort pas, donc potentiellement il y a un truc que t'as mal fait et que tu vas te débrouiller avec ton truc parce que c'est ta faute. Et ça c'est extrêmement bien. En plus les parents effectivement cherchent un nombre de... Quitte à payer des minutes de nuit à des prix, mais de dingue, pour un moment donné... Après, moi, quand au sein de l'asso, quand on a des femmes comme ça quand on peut plus des couples, on donne des pistes, mais alors bateau, parce qu'il n'y a pas de solution miracle, effectivement. Voilà. Et parfois, aussi savoir alterner. Enfin, nous, c'est aussi ce qui vient parfois, parce qu'on se rend compte que parfois, c'est juste un des parents qui porte la charge du sommeil, et que quand tu alternes les deux, si, il y a possibilité, parce que c'est pareil, tout le monde n'a pas un grand appart où tu peux aller dormir à l'autre bout de l'appart sans entendre le gamin, mais voilà. C'est vraiment cette question du sommeil et de l'alimentation. Oui, ça dote les parents de mandat, de responsabilité par rapport à ça, de qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour que leur gamin ne dorme pas. Il y a vraiment cette question sous-jacente, en effet, qui est posée, alors que c'est tellement multifactoriel. Il y a plein de choses. C'est multifactoriel, c'est lié à plein de choses. Donc ouais, en effet, il n'y a pas de solution miracle. Puis moi, je suis devenu papa aussi je suis devenu papa très tôt, donc j'étais un des premiers papas de mes groupes d'amis et tout. Et ça se voit physiquement même. Quand tu deviens papa, en fait, tu arrives avec tes cernes et tes machins. Moi, ça fait 10 ans que j'ai des cernes et puis je me suis habitué, mais du coup, je suis le mec de WWF qui vient taper à la porte et tout, quoi. Enfin, je veux dire, on compatit, on a tous des cernes, t'inquiète. C'est vrai, quand tu prends parent, tu prends un bon aller-retour dans la tronche. Tu regardes les photos de quand t'avais 30 ans, tu te dis, gros coup de pelle dans la gueule, c'est sûr que direct. Ouais. Mais bon, non, mais ceci étant dit, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des aspects très positifs à la parentalité. Mais qu'est-ce que vous aimeriez donner comme parents, Élise, peut-être toi d'abord? Qu'est-ce que tu aimerais donner quand même à soit des futurs parents, soit des tout jeunes parents là, ou des parents d'âge moyen, mais qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Adopter à 5 ans. Adopter les grands. Adopter des ados. Ou pas, c'est peut-être pas une bonne idée. Non. Alors qu'il manque. Alors tu peux. Ma question est un peu vague, mais quel conseil tu pourrais donner? Non, c'est pas vague. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut manquer? Mais
on parle du plus gros des facteurs dans les souffrances psychiques, en tout cas périnates, c'est cet isolement. Isolement que tu as quand tu es loin de ta propre famille, de tes amis. Il y a eu un déménagement. Ça fait combien il y a de parents qui déménagent quand il y a un enfant qui arrive, parce qu'il faut une maison plus grande ou parce qu'il faut voilà. Donc il y a un isolement, et puis il y a même un isolement quand tu as ta famille proche, parce que quand tu vas mal psychiquement, là je parle, tu es très isolé parce que c'est difficile pour les autres de comprendre ce que tu traverses. Moi, ce qui me semble essentiel, c'est de s'entourer. Attention, parce que je vais nuancer mon propos, parce que quand on est sur des familles monoparentales qui n'ont pas de famille, tout ça, ça peut être compliqué. Mais il n'y a pas que la famille. Il peut aussi y avoir il y a des professionnels, et puis il y a la famille qu'on se crée aussi, qui n'est pas la famille avec des liens de sang. Ça permet de faire du lien, de créer du lien, de parler du sommeil, justement, de se donner des petits conseils, de se sentir compris par d'autres. On n'est pas seul, qui vont, qu'on n'est pas seul, et d'oser en parler. En fait, d'oser parler de ce qui nous traverse en tant que parents. Faire des podcasts aussi. Et je rebondis, Élise, mais ouais, je suis tellement d'accord avec toi, avec cette démocratisation nécessaire en fait, quand on devient parent, c'est juste normal d'avoir besoin d'échanger avec des pairs, d'avoir besoin de se sentir compris, écouté, rassuré, de comprendre des choses. Tu vois, c'est tellement normal, et je te rejoins tout à fait dans le fait moi, enfin en tout cas en tant que mère, jeune mère, je ne savais pas, on ne m'avait pas dit, si tu veux, on m'avait pas dit que mais si quelqu'un avait dû te dire, ça aurait été qui? Ma mère, je pense, j'en sais rien, je sais pas. Des amis, je sais pas. Non, mais je dis ça, ma mère, non. Mais ça aurait pu être des amis qui étaient déjà mères. Très clairement, on m'a prévenu de rien. Je me rappelle même qu'avant d'avoir des enfants, je faisais style en disant « Oui, moi quand j'aurai un bébé, de toute façon, ce sera mon mari qui prendra le congé parental, je vais reprendre le boulot à 1 mois et demi. » Bon, j'ai repris le boulot, ma fille avait 2 mois, j'ai pas mangé pendant 2 mois pour aller l'allaiter tous les jours à la crèche. Parce que je ne savais pas que psychiquement, c'était horrible pour moi en tout cas. Donc, pour le deuxième, après, il y a des choses que tu sais quand même, mais je pense qu'il y a un travail de prévention aussi à faire sur tout ça. Mais je te rejoins tout à fait dans ton constat, vraiment. Et toi, Yannick, de ton côté, qui pourrait, d'après toi, conseiller les papas du coup? Parce que c'est un peu différent des mamans, je trouve, au niveau des conseils et des points d'entrée. C'est encore compliqué pour les papas, je trouve. D'où ma question. Parce qu'on en parlait, il y a vraiment un problème derrière de mascul hyper. Les papas, quand ça devient papa, ça continue à se laver avec de la lave de volcan et ça porte son enfant sur son épaule et machin. Mais en fait, c'est compliqué. Moi, en tout cas, les groupes de parole, j'en ai pas entendu parler. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai eu des potes qui se sont retrouvés vraiment dans les mêmes situations et on se retrouvait entre potes à parler, à dire putain mais c'est la galère, et ouais carrément. En fait, vous faisiez des cercles de papa, quoi. Déliés, quoi. Ouais, finalement c'était des cercles de papa et on se retrouvait Papa Blues, tu vois, regarde. D'un coup à boire et on c'est disait, ça. putain, c'est dur, ouais c'est dur. J'ai un pote par exemple qui est dans un parcours PMA là. Avec sa compagne, et je trouve ça c'est super parce qu'il galère à avoir un enfant et tout, et c'est trop chouette, et lui il est en mode moi vraiment je voudrais en faire autant que je peux en avoir, si j'en ai 5-6 ce serait le top et tout. Ce mec est fou. Et non, il sait pas, il sait pas ce qu'il attend. Et en fait ce qui est génial c'est que moi je sais, je lui dis pas vraiment, je lui dis que c'était dur déjà et tout, mais je dégoûte pas quoi, mais je lui dis juste temporise mec, vraiment, attends on peut voir comment ça se passe, temporise. Mais je pense qu'après le premier déjà il va comprendre. Il va revenir te voir, il va te faire en fait Yannick, c'est bien, non? Je comprends maintenant, mais n'empêche que tant que t'as pas expérimenté, c'est difficile mais c'est pas comme sur Amazon, tu peux pas le renvoyer là, t'as pas le choix. Et puis surtout tu vis pas les choses, c'est l'expérimentation qui te fait comprendre, souvent après il y a des choses comme ça, mais tu vois Yannick, alors je te pose une... vas-y Élise, excuse-moi, vas-y. Ouais, juste sur ce que souligne Yannick, je trouve que c'est important de rebondir, c'est que les femmes et les hommes, ils se retrouvent pas de la même manière. Les groupes de parole que nous on anime au sein de l'asso, c'est dans des lieux un peu confidentiels, intimes, tout ça. Les hommes, ils vont pas se retrouver de la même manière. Dans un bar, ça peut le faire. Autour d'un coup à boire, parce que c'est
enfin, la parole est pas, elle se fait, voilà, elle se fait pas de la même manière. Et parfois, il faut aborder des sujets, voilà, on est autour d'un coup à boire, on parle, je sais pas quoi, peu importe. On va pas faire le truc stéréotypé, mais par exemple, on parle sport. Et derrière, au détour du moment, à un moment donné, ça va se déliter, enfin, c'est pas se déliter, arriver sur le tapis, quoi. Voilà, j'arrive plus à savoir le mot. En fait, tu veux dire qu'ils se réunissent pas pour ça. En tout cas, la parole va se délier. Voilà. C'est pas la raison première, enfin, en tout cas. Ils se réunissent pas pour parler de ça. Alors moi je vais je pense que c'est quand même je pense que mine de rien c'est la raison qui c'est la raison mais qui est cachée. Oui. Oui. Alors moi je vais modérer un tout petit peu et je suis tout à fait d'accord, mais je me suis quand même rendu compte. Alors Élise, franchement, les cercles de parents, on a 80% de femmes, très clairement, 20% d'hommes. Mais quand les hommes viennent, quand ils franchissent le cap de Vienne, parce que ça éclaire les points de vue, parce que les femmes, si elles parlent tout le temps qu'entre elles, tu vois, on est quand même dans un certain point de vue, un angle de vue. Et quand il y a les hommes, ça vient éclairer aussi ce qu'ils peuvent vivre, ce qui peut être difficile pour eux. Mais pour les faire venir, il y a encore j'en sais rien, je sais pas si ça va changer, mais je pense qu'ils se retrouvent pour ça, t'as raison Yannick. Mais caché derrière autre chose. Très honnêtement, je crois que s'il y avait des cercles. Alors Romain, t'es venu au 5 de parents. Ouais, exact. Mais je crois honnêtement que s'il y avait des cercles de parents, mais interdits aux mamans, faut pas le tourner comme ça, faut pas le vendre comme ça. Mais il y en a déjà eu. Il y en a des cercles de papas. Il y en a déjà. Il y en a. Mais ça fonctionne pas toujours malheureusement. Pas toujours. En plus. Comment c'est proposé, comment c'est présenté, qu'est-ce qui se passe ? C'est des temps de parole de père, mais mine de rien, c'est la même démarche. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils franchissent le cap d'aller parler de ce qui peut leur poser difficulté. Ouais. Donc c'est pas forcément. Et c'est vrai que moi je trouve ça génial qu'il y ait par exemple le Maman Blue. C'est vrai que toi, Élise, tu fais beaucoup de cercles de femmes. Je trouve ça génial qu'il y ait des cercles de femmes. Je trouve ça génial qu'il y ait des temps pour les hommes. Mais je trouve ça aussi cool parce que la parentalité, mine de rien, c'est un truc qu'on fait à 3. Excuse-moi, mais si on se parle jamais, on n'arrivera jamais à se comprendre. D'accord, mais m'engueule pas, Elodie. Non, mais je te le dis, quoi. Mais m'engueule. Mais j'ai l'impression que c'est tellement pas commun. J'ai l'impression que c'est tellement pas commun chez les hommes aussi que inconsciemment, je suis en réflexion, mais je me dis pour qu'un mec se retrouve dans un cercle de parents, je me demande si l'impulsion ne vient pas forcément d'une maman qui lui dit tu devrais aller faire un tour si tu veux la réponse, c'est un grand oui. C'est un grand oui. C'est un grand oui, évidemment. Ouais. Évidemment. Pas tout le temps. Et juste, très souvent. Très souvent. Juste, j'ai trouvé aussi, j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais sur ce que disait Yannick sur la manière dont lui il avait traversé pour son premier enfant, ce qu'on retrouve chez les femmes et chez les hommes en termes, alors on va dire de symptômes, j'aime pas le terme, mais en tout cas la manière dont ça peut se manifester. Et pour le coup, chez les hommes, on a effectivement des addictions qui se développent. Il peut y avoir, c'est pas du tout, c'est pas une généralité, mais en tout cas c'est pas les mêmes manifestations et c'est moins visible que chez les femmes. Se noyer dans le travail, ça dépend, parce que moi, quand je suis réfugié dans la bouffe, c'est ça. Oui, mais bon, voilà, t'étais un jeune papa qui venait de se séparer, t'avais un petit à t'occuper, et pour le coup, ça pouvait expliquer le fait que tu prennes du poids. On n'expliquait pas nécessairement le truc par... C'est ça, et puis Yannick, les 20 kilos, tu les as pas pris en une journée, quoi, tu vois. Donc, Non, mais je les ai pris très, très rapidement. Tu sais qu'il y en a, ils se noient dans le sport, toi c'était dans la bouffe, pas de bol. Voilà. Et il y en a d'autres qui se noient dans le travail. Absolument. C'est un peu plus le cas aujourd'hui, quoi. Ouais. Le dur ne durera pas tout le temps. J'ai pris mon congé. Là, je suis en congé paternité. Parental, en fait. Je suis en congé parental et mon fils a 4 ans, il est à l'école, quoi. Donc j'ai arrêté mon boulot de prof, je dessine, mais sinon je suis en congé parental, quoi. Ouais, mais t'es super créatif et tu fais bouger des choses à d'autres niveaux, donc c'est une activité à part entière. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de se rendre compte en fait pas qu'on fuit, c'est pas le mot, mais en tout cas qu'on se réfugie dans un échappatoire qui peut nous faire du bien, mine de rien. Déjà s'en rendre compte, c'est déjà un pas en avant. Tu prends conscience de certaines choses, Romain ? Tu sais. Bon, on va régler ça après. Est-ce que vous avez envie de dire déjà merci beaucoup pour cet échange très riche. Est-ce que un petit mot de la fin, est-ce que chacun l'un et l'autre voulait dire une petite phrase pour clôturer ce petit podcast ? Dormez avant d'avoir des enfants. Élise ? Non, moi je dirais que tu viens de dire quelque chose que je trouve très juste. On finit par en voir le bout. Comment dire, le dur peut durer, effectivement, mais je crois pas. Enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas la sensation qu'on reste dans du
moi, si je prends mon exemple pour ma fille, par exemple, entre le moment où ça a vacillé, le moment où ça a complètement pété et le moment où j'ai commencé à remonter, on bougeait. Il y a vraiment eu une évolution. Et même si effectivement ça a été difficile pendant une bonne grosse période, on a vu le bout. Et la deuxième chose qui me semble importante, on est faillible. On a le droit, en fait, on est légitime de pas être bien en des moments, de pas être au top de la performance, on n'est que des parents, avec tout ce que ça comporte. Et que c'est pas la première fois qu'on dit ça. Et que l'enfant a aussi son... Non. Et puis l'enfant est aussi ce qu'il est. Enfin, il vient au monde dans une famille, mais il a aussi son propre caractère. Tout à fait. Et voilà, je pense que il n'y a pas que de soi. Tout ne provient pas que de soi. Non, donc, l'enfant, c'est pas un mur blanc qui vient. Il a déjà des choses inscrites en lui, évidemment. C'est ça. Et donc voilà, moi je dis juste que pour ma part, et c'est ce que ma première maternité m'a vraiment appris, c'est que j'étais faillible, que je pouvais chuter, mais que je pouvais aussi remonter. Ouais. Et que c'était OK. Et que l'important, c'est de se relever. Merci beaucoup, Élise. Yannick, est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin ? Quelque chose que tu as envie de dire ? Bien sûr. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment se détacher de l'image de la famille parfaite et idéale qu'on voit sur Instagram, avec la maison hyper bien rangée, les parents qui sourient en faisant à manger avec leurs gamins. Enfin, moi, quand je fais à manger avec mon fils, ma cuisine, après, c'est un chantier, quoi. Et je me vois pas du tout poster ça sur Instagram. C'est faux, d'ailleurs, parce que je le fais. Donc maintenant, je m'autorise à le faire parce que non, quoi. Parce que ma cuisine, elle ne ressemble pas à une cuisine. Et Instagram n'est pas la réalité. De catalogue. Alors, il y a de plus en plus de comptes quand même qui commencent à parler de choses. C'est en train de changer un peu. De la vérité, mais en vrai, voilà, il y a quelques comptes Instagram, il faut fuir, quoi. Ça, c'est clair. Non, mais c'est vrai. On les cite pas. Hein. On les citera pas. Un grand merci à vous deux. Romain, je te laisse clôturer le podcast. Je trouve ça très riche et ça permet toujours d'avancer. Aujourd'hui, moi, j'ai appris aussi des choses avec vos points de vue et ça, c'est hyper, hyper riche. Et le pire, c'est que ça va rester puisque c'est un podcast. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Ce sera gravé dans le marbre. Merci à vous deux, Élise et Yannick, d'avoir participé au podcast de Parents pas parfaits qui était consacré à la parentalité, alors dans le sens large. Et si on rétrécit un petit peu le spectre, c'est devenir parent, pas facile. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose que j'ai écouté hier, un podcast de Baptiste Le Caplin. Je sais pas si vous voyez qui est cet excellent comique. Il était papa il y a pas très longtemps maintenant, et qui expliquait que en fait il trouvait ça incroyable, l'arrivée d'un enfant dans sa vie. Il explique ça super bien, et je crois que je vais mettre l'extrait d'ailleurs après ce que je viens de dire. Ça va être encore plus parlant. Voilà, ça sera beaucoup plus simple pour les gens pour qu'ils comprennent ce qu'il a dit. C'était vraiment particulier et très touchant. Vous serez obligés de réécouter du coup le podcast, Élise et Yannick, pour savoir ce qu'a dit exactement Baptiste Le Caplin. Avoir des enfants, surtout des filles. Moi, je voulais que des filles, donc je suis trop content. Mais c'est en fait, c'est un truc assez... C'est très réconfortant d'être avec sa fille et de se dire, c'est génial que quoi qu'il arrive, je serai toujours en amour avec cette personne. Peu importe ce qui se passe. Elle peut me trahir, il peut se passer n'importe quoi. L'amour que j'ai pour elle, il est éternel. Ce que tu n'as pas avec ton conjoint ou ta conjointe, tu te dis, je peux l'aimer, elle peut me quitter, voilà. Ta fille, donc tu regardes ce petit bout comme ça et tu te dis, toute la vie, je sais que je vais l'aimer. Et ça, c'est un CDI de bonheur. Merci à vous en tout cas d'avoir participé à ce podcast qui sera évidemment dispo sur les plateformes de podcast très rapidement, dès qu'il sera sorti en l'occurrence. C'est-à-dire que là en fait si les gens l'entendent c'est qu'il est sorti en clair, évidemment. Yannick, redonne-nous le nom de ton compte Instagram pour qu'on aille tous s'y abonner. C'est y.dessin. Tout simplement. Et Maman Blues. Voilà. Ouais, j'allais y venir. Instagram. Exactement. Et Facebook. Maman Blues. Bon, Yannick, faut faire Papa Blues du coup. Laisse-le, il a déjà. Il dort pas. Déjà, on va régler son problème. On va essayer de l'aider à régler son problème de sommeil. Et ensuite, on verra. Bon, je te laisse en consultation avec Elodie, du coup. Merci à vous deux. Passez une très bonne fin de journée, j'allais dire. Oui, c'est un petit peu ça. En fonction de l'heure à laquelle ce podcast sera écouté. Et on vous dit à très bientôt. Merci à vous. Merci.
Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast de Parents pas parfaits. On espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez participer à ce podcast ou aborder des thématiques en particulier, vous pouvez nous contacter par email à contact@parentspaparfaits.fr. À bientôt dans Parents pas parfaits, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes sur la parentalité.